Bonjour Caroline. Bonjour Caroline. Bon voilà, il n'y a pas de doute sur le prénom. Là aujourd'hui, on s'est simplifié la tâche. C'est Je- ça, pas d'embrouille. Pas d'embrouille. Je suis ravie de te recevoir sur ce nouvel épisode du podcast Déséquilibre. Et j'avais envie qu'on commence tout de suite, qu'on se jette dans l'eau. Et j'avais une première question que je vais voler à Cédric Khalifa, qui est est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de ta vie en commençant par Il était une fois? Alors c'est très drôle parce que c'est un tatouage que j'ai, il était une fois, en anglais. Donc, Voilà. phrase qui me parle beaucoup. Il était une fois une petite fille née avec un handicap visuel qui donc a passé une enfance pas toujours très évidente parce que elle ne pouvait pas faire ses propres choix. Elle devait suivre la route que qu'on lui traçait en fonction des croyances des uns et des autres. Donc elle a commencé sa vie comme ça, elle a grandi comme ça, elle était entourée de personnes pas forcément très bienveillantes et très à l'écoute. Puis un jour, elle est devenue adulte, elle a rencontré l'homme de sa vie. Elle a décidé, pour une fois, de s'écouter et de se dire, bah voilà, c'est moi qui fais mon choix, je choisis d'être avec lui, même si personne n'est d'accord avec. Et puis un jour, elle s'est dit, et pourquoi je ne ferais pas pareil dans le monde du travail? Donc, elle a quitté un travail qui ne lui plaisait pas spécialement dans les ressources humaines, qui ne lui plaisait pas, voilà, ni au niveau des gens, ni au niveau de la mission, ni au niveau de plein de choses. Et elle a décidé de se réinventer en allant vers un métier qui avait du sens pour elle, qui, qui allait vraiment vers l'humain, qui allait vraiment vers l'accompagnement en profondeur. Et elle a décidé d'être coach. Donc, elle a eu ses premiers clients. Et elle vit, elle vécut heureuse. Elle vécut heureuse avec un enfant, un mari et un travail passion qui l'épanouit au quotidien. Waouh! Et j'ai même le happy end. C'est Ah génial. bah oui, toujours. Ok. Oh, quel parcours! Est-ce que tu peux nous revenir un petit peu en détail sur le déclic qui a pu s'opérer chez toi? Parce que d'ailleurs, le déclic, c'est aussi un mot que tu utilises dans ton accompagnement. Tu parles de la rencontre de l'homme de ta vie. Est-ce que c'est ça? Comment ça s'est fait? Est-ce qu'il est arrivé au bon moment? Oui, je pense qu'il est arrivé au bon moment. On s'est connus très tôt, j'avais 18 ans, donc j'étais encore chez mes parents. J'étais encore en études, donc je faisais mes études pour aller vers les ressources humaines, justement. Et c'est la première fois, en fait, où j'ai tenu tête à mes parents parce que ils étaient pas pour cette relation. Ils voyaient que c'était sérieux. T'es jeune, tu t'en verras d'autres, machin, t'investis pas. Enfin voilà, c'était oh pourquoi se mettre tout de suite avec le premier homme qu'on rencontre. Donc oui, c'est le premier déclic dans le sens où c'est vraiment le premier choix que j'ai fait pour moi parce que je le sentais bien, parce que j'avais envie, parce que j'étais bien. Donc je pense que ouais, ça a été un premier déclencheur qui a après fait une espèce de déclic en folie. J'ai décidé de partir de chez moi, donc d'oser prendre un appartement toute seule, alors qu'on me disait mais comment tu vas vivre toute seule avec ton handicap? Comment tu vas faire pour aller travailler? Comment Voilà, il y avait beaucoup d'interrogations, mais pas beaucoup d'écoute pour les réponses. Donc voilà. Après ça en a découlé. Donc j'ai quand même fait mes études. J'ai trouvé tout de suite un travail dans les RH. Donc en fait je me suis pas posé de questions sur est-ce que c'est vraiment ça que je veux finalement. C'était lancé, c'était écrit. Voilà, t'as fait ces études-là, donc maintenant tu vas faire ça. Donc ouais, ça a été la première chose. Et puis il a fallu longtemps après pour qu'il y ait le vrai grand déclic professionnel parce que c'est arrivé, j'avais 35 ans. Donc voilà, Oui, il a fallu faire ce petit bonhomme de chemin. Donc, le deuxième déclic, premier déclic à 18, le deuxième à 35, c'est ça, c'est ça? Et qu'est-ce qui c'est s'est ça. passé pour ce deuxième déclic-là? Il s'est passé que je voyais que je n'étais plus bien dans mon travail, hein, concrètement. Après, travailler 8 heures par jour sur un PC quand tu as des problèmes de vue, que tu ressors du travail tous les jours avec une migraine, que tu vas au travail la boule au ventre, limite avec les larmes aux yeux, parce que tu sais que tu vas retrouver des gens toxiques qui ont besoin d'écraser les autres pour avancer. Voilà, tu sens qu'il y a un truc qui va pas. Après, ayant grandi avec des parents qui n'écoutaient pas forcément mes besoins, voilà, qui ne m'ont jamais tiré vers le haut, poussé, tout ça, la confiance manquait aussi de me dire, bah,
qu'est-ce que je pourrais faire d'autre en fait avec un handicap, le fait que j'ai fait que ça dans ma vie. Donc voilà, je me disais, je vais faire que ça. Sauf qu'un jour, j'ai perdu l'utilisation de mon œil droit en fait, complètement, qui était déjà pas terrible, mais voilà, qui a vraiment disparu. Et je me suis dit, est-ce que tu veux vraiment vivre ta vie dans un métier qui ne t'épanouit pas, avec des gens qui te conviennent pas, et en plus en ruinant ta santé? Et là, Mm. j'ai dit non, en fait, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Je veux pas finir comme ça. C'était pas du tout un happy end pour le coup, donc je me suis dit non, non, il faut faire quelque chose. Donc j'en ai parlé à mon conjoint forcément parce que c'est une décision aussi pour moi, mais qui se prend à deux quand on a un Mm. enfant, quand on a une famille. Et puis bah il m'a soutenu forcément, comme c'est un super mari. Il m'a soutenu et de là j'ai sauté le pas. J'ai demandé une rupture. Et donc ça s'est fait, oui, dans les 2 mois, l'administratif. J'ai pris du temps pour moi, pour me reconstruire, pour me poser, pour évaluer un petit peu de quoi j'étais capable. J'ai fait un coaching, d'ailleurs, c'est ça qui m'a Mhm. un petit peu, on va dire, le deuxième déclic du deuxième déclic. C'est le 2 bis. J'ai fait un coaching pour vraiment faire ressortir de quoi j'étais capable, qu'est-ce qui me motivait, qu'est-ce que je savais faire, qu'est-ce qui était facile pour moi de mettre en place. Mhm. Et à la fin de l'accompagnement, la coach m'a dit est-ce que tu as déjà des idées? Je dis oui, moi je veux être comme toi en fait. Quand je serai grande, je veux être comme toi. Et voilà, après c'est lancé la recherche de formation, la formation en elle-même et puis voilà. Waouh! Mais sacré parcours et alors enfin je ne mesure pas mais peut-être tu peux nous dire enfin concrètement ce handicap dans ta vie ça se manifeste par quoi? Donc j'entends une grande fatigue déjà oculaire au travail c'est fatigant mais enfin voilà si tu veux bien me dire en quoi ça impacte très concrètement ton quotidien ce que tu sais faire ce que tu sais pas faire et peut-être les croyances qui sont associées à ça et celles Oui, peut-être qui sont les tiennes et celles qui ne sont pas les tiennes mais que tu il y vois. en a eu pas mal qui n'étaient pas de moi. Après, il y en a eu quelques-unes qui étaient de moi et que j'ai travaillé d'ailleurs. Mon handicap au quotidien fait que je ne peux pas conduire déjà. Donc, je suis en transport en commun depuis que je peux me déplacer, en fait, depuis que je suis au collège. Il fait que je ne vois pas de loin. Donc, d'où le fait que je ne conduise pas, ce qui est un peu plus sécurisant pour les gens autour de moi, Pour toi aussi. pour moi aussi. Euh, donc oui, la fatigue oculaire, donc le travailler 8 heures sur PC, ça Ouais. devient compliqué. Donc c'est pour ça aussi que dans ce métier actuellement, j'organise mes plages de visio. J'organise aussi du Mm. temps où je vais plutôt écrire ou je vais plutôt écouter des choses. Voilà, en fait, après, me suis beaucoup adaptée parce que j'ai fait des études j'ai fait un cursus normal, j'ai fait un DUT dans un cursus normal. Après, j'ai toujours travaillé de façon, on va dire normale entre guillemets. J'ai jamais demandé d'aménagement, quoi que ce soit. J'en ai demandé dans mon dernier emploi, on m'a refusé. Donc ça a aussi joué dans la balance de me dire pourquoi continuer avec des gens qui sont pas capables de mettre en place des choses pour que je sois bien sur mon poste. D'accord. Donc voilà, en fait, voilà, je compense beaucoup depuis que je suis née. Après, c'est un handicap que j'ai de naissance, donc je me rends pas spécialement compte Mm. des choses. Et les gens qui me connaissent depuis longtemps, enfin, pour la plupart, oublient la plupart du temps que j'ai un handicap et que je vois pas forcément à droite ou voilà. Oui. Donc il y a Et- beaucoup de compensations de choses qui finissent par s'invisibiliser pour les autres, alors que ça reste une réalité pour toi exact. et pour lequel bah, tu dois compenser, parfois même sans t'en rendre compte. Oui, oui, Mais c'est ça. Bah, je me rends compte quand je commence à avoir des migraines. Là, je me dis, ouh là là, on va peut-être réduire un petit peu le rythme. Mais sinon après, même moi, des fois, hein, j'oublie. C'est tant mieux, j'ai envie de te dire, parce que ça veut dire que ça s'est bien adapté. Après, voilà, je me suis peut-être un peu trop suradaptée pendant quelques années. Et là, c'est vrai que je prends quand même plus le temps de prendre soin de ma santé pour que ça dure sur le long terme et qu'il n'y ait pas de souci. ouais, ok. Parce que j'entends que tu avais un employeur qui n'était pas ouvert à entendre ça. Alors je sais qu'il y a enfin, on peut être aussi reconnu comme travailleur handicapé pour voir aussi des choses se adapter à notre emploi du temps. Ça, c'est quelque chose que tu as déjà envisagé ou Alors, mon dossier, il est fait depuis que j'ai 18 ans. Ouais, d'accord. Mais en fait, ce qu'on ne te dit pas, c'est que oui, il y a plein de choses qui sont mises en place, mais personne ne t'en parle. Et moi, j'ai eu la chance de tomber sur une conseillère Cap Emploi, donc c'est un organisme qui s'occupe des personnes en situation de handicap, qui m'a aidé à faire mon dossier de subvention pour mon école de coaching.
et qui m'a dit, mais est-ce que vous connaissez cet organisme qui fournit du matériel pour les personnes en situation de handicap visuel et qui pourrait vous aider pour la formation? Donc, j'ai dit non, je ne connais pas. J'avais quand même 35, 36 ans à l'époque, donc voilà. Et elle a pu me fournir, grâce à cet organisme, des outils qui me permettent de lire du texte sur ordinateur, qui me permettent de grossir du texte sur des livres. Enfin voilà, j'ai eu tout un équipement. Au moment où j'ai commencé ma formation, je me suis dit, il a fallu que j'attende de quitter le monde de l'entreprise pour pouvoir avoir du matériel pour travailler correctement. Ah ouais, non, mais c'est dingue. Oui, et c'est vrai que c'est un monde complètement à part. Je te pose ces questions-là parce que ça m'intéresse d'autant plus que je travaille aussi en parallèle depuis quelques mois dans une entreprise adaptée. Donc, Mmh, avec des personnes majoritairement en situation de handicap. Et donc, du coup, il y a une forte sensibilisation à ces handicaps, surtout numériques, surtout que moi, je travaille dans le digital, donc on est en plein dedans. Et mmh, je découvre un monde complètement différent pour lequel beaucoup d'entreprises ne sont pas sensibilisées. J'ai fait des grands groupes auparavant et c'est des choses qu'on ne voyait pas ou trop peu. Et pour autant, il y a des personnes qui sont handicapées. Et là, j'entends que même quand on est dans cette situation de handicap, on n'a pas forcément connaissance. Et moi, j'entendais aussi des collègues me dire, ben, c'est pas que j'en ai pas forcément connaissance, mais que j'ai pas forcément envie de le dire ou de le mettre en avant parce que je veux pas qu'on me traite différemment, parce que je veux pas que le regard change sur moi. Enfin, c'est quand même tout un panel de questionnements qui peut s'en suivre. Et c'est pas encore simple, j'entends au quotidien. c'est vrai que c'est pas simple. Et alors moi, tu vois, quand j'y pense, je l'ai jamais mis sur mon CV. Parce que, en fait, je me suis jamais considérée comme vraiment enfin, en situation de handicap parce que j'ai toujours travaillé sur un PC normal. Je suis toujours venue en transport. Enfin, j'ai jamais eu besoin d'adaptation jusqu'à mon dernier emploi où j'avais demandé. Mais je le mets pas parce que de toute façon, ça se voit. Enfin, quand tu me vois en entretien, quand je parle avec quelqu'un, ça se voit qu'au niveau des yeux, il y a quelque chose. 95% du temps, les gens posent la question. Je suis quelqu'un d'assez ouvert, donc ils doivent se sentir assez en confiance pour dire mais qu'est-ce que c'est? Ouais, d'accord. Donc voilà, j'y réponds sans aucun problème, mais je l'ai jamais mis sur mon CV. Et j'ai même une amie qui m'a dit un jour, mais pourquoi tu ne le mets pas sur ton CV? Justement, tu peux le mettre en avant et tu peux Oui. dire que voilà, tu as cet RQTH qui peut aussi permettre à l'entreprise de bénéficier de certaines choses Mm, mm. et que toi, tu peux travailler derrière. Mais en fait, j'ai jamais voulu être recrutée. Et tu vois, c'est rigolo parce que du coup, c'est l'inverse. Il y en a qui ont peur de le mettre sur leur CV parce qu'ils ont peur d'être vus différemment. Et moi, je veux pas être recrutée pour ça en se disant, bah tiens, je vais avoir des subventions si je l'apprends, quoi. Ouais, d'accord. Donc, Ben donc ouais. c'est peut-être un petit peu à contre-courant, mais Bah non, en fait, moi, ce que ça soulève, c'est qu'en fait, chacun a sa singularité dans son handicap et alors que ce soit une déficience visuelle, auditive ou autre, en fait, bah, elle est propre à chacune, comme un dyslexique n'aura pas la même réaction qu'un tel autre, et qu'en fait, on est tous singuliers dans notre histoire, on reste des humains finalement. C'est ça que c'est clair, j'entends. toujours. Et c'est pas le handicap qui nous définit, c'est ça que j'ai envie de dire Exactement. aussi. Ça me Exactement. paraît important. C'est quelque chose d'important pour moi. Tu vois, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, quand je me suis lancée dans le coaching, je me suis dit, bah, je vais accompagner les personnes en situation de handicap. Et en fait, je me sentais pas bien parce que j'avais l'impression d'être dans une case enfermée. Mm, mm. Et c'est pas du tout que c'est pas une cause qui me touche ou quoi, mais je voulais pas être la coach, enfin l'handi coach, parce que je sais qu'il y a des personnes qui s'appellent comme ça. Mm, mm. Donc j'ai pas du tout axé mon activité vers ce profil. Par contre, je propose des accompagnements en bénévolat avec une association qui prend en charge des entrepreneurs qui lancent leurs projets et des entrepreneurs en situation de handicap. D'accord. Je fais ça à côté, mais je voulais pas, voilà, me mettre dans cette bulle parce que pour moi, ça me définit tellement pas. Il y a tellement d'autres choses qui me définissent plus que le handicap que voilà, j'ai pas voulu me mettre dans ce milieu-là. Carrément. Et moi, c'est ça que je trouve génial parce que tu rends visible quelque chose qui ne l'est pas tant. Et sans en parler, les gens, ben, parce que tu te montres en photo, enfin, de profil, donc c'est pas quelque chose que tu caches. Pourtant, c'est quelque chose on ne peut pas ne pas voir. Et en même temps, c'est pas un sujet en fait. Et tu prends la parole brillamment avec une créativité incroyable. Ça, je dois te le dire aussi. C'est cadeau au passage.
Mais c'est ça que j'aime beaucoup, c'est que ben, c'est juste toi et il y a pas à justifier de quoi que ce soit. Et si des personnes qui peuvent être en situation de handicap, ils trouvent une forme de sympathie vis-à-vis de toi en disant bah, elle va me comprendre parce que si, bah, à la limite, bah, c'est bien, mais c'est pas tant le sujet de départ, quoi. En tout cas, Exactement, c'est ça. ça fait du C'est vraiment bien. Voilà, naturellement, ça amène beaucoup d'inclusivité dans le panel de coachs, d'accompagnants possibles. Et je trouve ça chouette, en fait, que voilà, tu cette ouverture-là et cette transparence. Et voilà, je sais pas si ça se dit, moi je le dis comme ça, ça fait du bien de se montrer tel qu'on est sans chercher à ressembler à ce qu'on croit qu'on attend de nous aussi. oui, c'est vrai. Oui, oui, t'as raison. C'est vrai que vu comme ça, oui. Je suis pas du tout du genre à me dire qu'est-ce qu'on va dire de moi si je le dis, si je le dis pas. C'est tellement ancré voilà, en moi que c'est comme dans le coaching avec tous les outils, en fait. Tu vois, c'est une entité, c'est un système et c'est une toute petite partie de ce que je suis. Donc, c'est là et puis c'est tout. Et puis même, enfin, j'ai des clients qui m'ont jamais posé la question et qui se sont jamais dit, bah tiens, si elle voit rien, ça va peut-être être compliqué pour mon coaching ou quoi. À aucun moment, c'est quelque chose qui rentre en ligne de compte. Et c'est ça que j'apprécie aussi, c'est que les gens, ils me choisissent pas parce que j'ai ci ou ça, mais ils choisissent parce que c'est moi et parce que justement, comme tu dis, je me montre telle que je suis et que c'est ça qui plaît, c'est ça qui leur a plu finalement. Mais complètement. Et qu'est-ce que tu dirais que ce regard peut-être différent que tu poses sur le monde, qu'est-ce que ça t'apporte de plus? Qu'est-ce que tu penses que... Je pense que ça m'apporte ce petit côté positif, un peu licorne bisounours, mais sans être dans l'excès, dans le sens où je me rends compte de la chance que j'ai d'avoir un œil qui fonctionne encore un petit peu à mon âge, parce que quand je suis née, on avait dit à mes parents, votre fille sera aveugle. Donc voilà. Mm. Là, aujourd'hui, j'ai 39 ans, je fais de la couture, je fais de la photo. Donc, je me dis que c'est pas si mal pour le pronostic de base. Donc voilà, je Clairement. pense que ça m'apporte le fait de voir le positif dans les choses, de pas dramatiser, de relativiser et d'avancer, en fait, toujours, voilà, de voir le positif concrètement. Ouais, ouais, j'entends. Et c'est vrai que ça transpire à fond dans tes posts. Il y a une forme de fraîcheur, de positivité, ouais, de licorne, tu vois. Parce on pourrait dire c'est de la naïveté, mais bon, non, parce que je pense pas que tu sois quelqu'un de naïf ou alors, voilà. Mais tu sais, il y a ce côté, oui, bisounours, c'est des gens gentils, ils sont naïfs, ils savent pas mettre des limites. Et tu vois, quand on a tendance à se suradapter par rapport au regard des autres ou répondre aux injonctions qui nous sont faites, surtout quand, petite fille, on écoute nos parents et s'ils nous disent ça, enfin voilà, hein, on doit sortir d'un carcan à un moment, mais ça a été particulièrement fort chez toi, j'entends. Euh, je pense que quand on est dans la suradaptation comme ça, on peut, surtout en tant que peut-être petite fille, a tendance à être gentille, polie, sage, douce. C'est ça. Et à quel moment tu te dis, bah, cette image de moi, en fait, c'est une image, enfin, c'est moi qui me suradapte, ou c'est vraiment moi et c'est une qualité, en fait, qui me caractérise et qui m'est utile aussi pour les autres et que je peux m'affirmer dans cette attitude-là. Tu vois ce que je veux dire un petit peu? Tu veux dire, est-ce que cette petite fille qui faisait pas de vagues, c'était moi, ou est-ce que la personne qui a pris en main sa vie, c'est plutôt moi? C'est ça que tu veux dire? Ouais, en fait, ce que je veux dire, c'est que, tu vois, ce côté un peu peut-être doux, bisounours, Ah oui. licorne, comme tu dis, est-ce que c'est une représentation de quelqu'un qui, voilà, va peut-être se conformer aux autres, donc à être gentil, ou à quel point ce masque-là, bah non, en fait, il t'est aussi utile pour savoir me poser tes limites et qu'on peut être comme ça et savoir s'affirmer dans la Ah vie, oui, quoi. d'accord, ça y est, je vois. Alors, deuxième option, votre honneur, Je suis dans pas le sens surprise. dans le sens où je suis pas quelqu'un de bien voilà, tout le monde est gentil, tout le monde il est beau. Je suis, euh, je pense être assez, je trouve pas le mot, euh, euh, avoir une vision assez claire des choses, enfin, de pas me laisser duper. Il y a ce côté, le jour en fait où je me suis dit je vais être moi, j'ai coupé les ponts avec pas mal de personnes et des personnes de ma famille parce que donc voilà, poser ses limites, c'est pas quelque chose qui me fait peur. Et si j'ai pu le faire avec des membres de ma famille, je peux le faire avec
avec des gens autour, ça pose pas de problème. Donc oui, je pense que le fait de voir ces choses positives, c'est pas forcément ça qui veut dire que tu vas être quelqu'un de naïf. Et la petite fille que j'étais quand j'étais petite, c'était clairement pas moi parce que c'était reste assise, bouge pas, fais ce qu'on te dit, surtout réponds pas, surtout dis pas que ça va pas. Enfin voilà, là maintenant ça va pas, je le dis, ça va, je le dis, et je me laisse pas envahir par des choses que j'ai pas envie d'avoir dans ma vie. Mm. Donc tu vois, il y a ce côté très positif, très on dit souvent solaire, très voilà, très Mm. communicatif, très communicant, mais à côté de ça, voilà, je vais savoir poser les limites, je vais savoir dire stop, je vais savoir dire non. Et pour moi, c'est ça qui est important. C'est d'avoir ces deux phases, pas juste d'avoir la phase je dis rien, je souris, je fais ce qu'on me dit. Non, maintenant ça n'est, elle est toujours là, mais c'est pas la part de moi qui fait que j'avance aujourd'hui en fait. Oui, j'entends qu'elle est là de manière saine et elle est là de manière saine parce qu'au par ailleurs, à côté, tu as su mettre les limites, faire du ménage dans ton entourage. Et ça, s'il y a des personnes qui doivent vivre une situation un peu comme ça, c'est faire du ménage dans son entourage. C'est un des ingrédients que tu recommanderais à quelqu'un qui se sent... Ouais, clairement oui. On te dit souvent, c'est pas évident, mais honnêtement, je pense la chose la plus bénéfique que j'ai fait dans ma vie. Euh, et quand j'aime beaucoup cette phrase. On est la moyenne des 5 personnes les plus proches. C'est ce que Et j'avais en mais tête. c'est tellement vrai. Enfin, quand je compare à il y a 15 ans et aujourd'hui, mais la moyenne, elle a dû passer de aller 4,5 à 8 ou 9 quoi. Enfin, on est vraiment sur et ça change tout. Et j'en parlais hier, enfin, c'était par rapport au réseau professionnel, mais que ce soit dans le pro ou dans le perso, l'entourage proche, mais c'est la clé de tellement de choses. Parce que si tu es entouré de personnes qui vont te rabaisser, qui vont pas te soutenir, qui vont te critiquer derrière, t'avanceras jamais de la bonne façon. Tu seras toujours dans l'attente des autres. Tu sauras pas poser tes limites parce que tu vas te dire ouais mais si je lui dis non, il va plus m'aimer machin. Là je sais que si je dis non à quelqu'un, déjà ce sera pas non comme ça, mais ce sera non mais si tu veux on voit ça plus tard. Enfin, il y aura toujours une raison qui sera expliquée. Il y aura toujours de la communication et il y aura jamais de friction. En fait, ce sera toujours voilà un échange constructif qui mènera forcément vers du positif derrière. Ouais, non, complètement, mais je pense que ça demande une vraie force et une vraie détermination. Et tu n'en as pas manqué. Non, c'est vrai Et, que oui, non, et chapeau pour ça, parce que je pense que ça paraît évident et facile quand c'est comme ça. Et quand il s'agit de sa famille ou d'amis proches, en fonction de ce que ça peut représenter pour nous, ça peut ne pas être simple. Donc, sûr. Après, enfin, il y a des gens qui m'ont dit, oui, mais quand même, c'est tes parents, oui, mais quand voilà. même, oui, d'accord. Mais à côté de ça, mais si je te prends l'exemple, mes beaux-parents ont beaucoup plus fait ces 20 dernières années que mes parents ces 39 dernières. Mm. Donc, à un moment, faut aussi, j'ai pas envie de dire rendre la monnaie de sa pièce, mais faut avancer avec les personnes qui sont là qui ont envie de nous voir avancer et qui ont envie de nous pousser à avancer encore plus. Et toujours, voilà, dans le soutien, dans l'écoute et pas dans la jalousie, dans la critique et dans la culpabilité. Ouais, non, mais c'est certain. Et bravo encore une fois pour ça. C'est vrai. Il y en a qui diront bravo, il y en a qui diront oh là là, elle est quand même pas très sympa. Mais c'est pas grave, moi ça me va donc c'est très bien. Ben, je pense que c'est savoir mettre ses limites et savoir bah, ce que tu veux pour toi. Et si pour toi, c'est d'avoir une vie épanouie dans laquelle tu te sens aligné et que par ailleurs, en fait, tu as des obstacles, des bâtons dans les roues, c'est te mettre un peu au diapason pour que ça fonctionne. Et après, tout dépend de l'énergie avec laquelle tu mets. T'es pas obligé d'être dans la conflit ou dans un combat. Ça peut aussi juste être mettre ses limites de manière saine et posée et en adulte, en fait. C'est Et ça. c'est ce que j'entends que tu as fait. Enfin, Exactement. Oui, et puis le fait enfin tu vois, je reprends ce parallèle d'accompagnant. On accompagne des personnes dans le coaching à travailler sur leurs problématiques. Si nous, on montre une image où tout va bien, on est quelqu'un de résilient, on est quelqu'un qui sait poser ses limites, on aide nos clients à poser leurs limites et que derrière le masque des réseaux, des machins, on est en conflit familial permanent, on est
dans le fin fond du sous-sol de la confiance en soi parce que justement on n'arrive pas à dire non au nôtre. Enfin, pour moi, il y a une dissonance, tu vois. Donc, je peux pas dire à mes clients, on va travailler là-dessus si même moi, je l'ai pas fait en amont sur moi et sur mon entourage. Ben, c'est ça, c'est complètement. Et tu as raison de dire que ben, quand on est coach, ben, c'est encore plus nécessaire. On parle de cordonnier mal chaussé, mais dans les métiers d'accompagnement, c'est pas trop permis, quoi. Il y a une sorte de Exactement. congruence, quoi. Et C'est clair. ouais, ouais, je suis d'accord. Si enfin, si on revenait voir la toi d'il y a 15 ans, 15 20 ans, qu'est-ce que tu lui dirais sur le fait d'exister sans se comparer, sans se justifier, sans s'excuser d'être soi? Qu'est-ce que je lui dirais? Donc, il y a 20 ans. J'avais quel âge? J'avais 20 ans. Je lui dirais d'écouter sa colère, déjà. Parce que je prends le parallèle de vice-versa derrière. Maintenant, je suis beaucoup joie et avant, j'étais un très bon mélange bien dosé de colère et de joie. Donc, je lui dirais d'écouter sa colère, de la comprendre, parce que c'est quelque chose qu'elle avait jamais fait jusque-là. Déjà, je lui dirais ça. Je lui dirais d'arrêter de courir après les personnes qui n'ont pas forcément envie d'être avec elle, que c'est pas parce que on se retrouve avec moins de monde autour de soi qu'on n'a pas une bonne vie finalement. Et je lui dirais d'écouter son intuition, parce que bah, la première décision qu'elle a prise avec son intuition, c'était la bonne, parce que 20 ans après, je suis toujours avec la même personne, donc donc finalement, c'était plutôt positif. Voilà, et surtout de se faire confiance et de laisser parler sa créativité et de pas se brider par rapport à ce que les gens croient qu'elle est capable de faire. Et c'est Ouais. déjà pas mal. Déjà quand Ah, elle a... carrément, c'est déjà vraiment pas mal. Je pense que ça revient souvent, dire ben, s'écouter, se faire confiance et écouter son intuition. Quand j'interroge les personnes qui parlent de leur parcours, de leur réussite et même de leurs échecs, c'est quand même souvent ça. Finalement, ben, je pouvais m'écouter, je pouvais me faire confiance. Savoir s'entourer, oui, ça me paraît clé. Tu parlais de la colère aussi. Ça, c'est quelque chose que tu as appris à apprivoiser. C'est quoi ton histoire avec la colère? Moi, ça m'intéresse beaucoup. Avec la colère, ah, on est très copines. Ouais, je suis très pote avec la mienne aussi. Bah, en fait, la colère, je l'ai toujours eue, mais elle était un petit peu en sous-marin, tapis à l'intérieur, et elle ressortait. Je suis quelqu'un qui réagit beaucoup par rapport à ses valeurs et tout ça, donc ça peps souvent en mode Capricorne feu d'artifice. Ah, je suis ascendant Capricorne. Et ben voilà, tu vois, il y a pas de, il y a pas de, il y a pas de miracle. Et du coup, comme j'ai grandi dans une maison où les émotions n'étaient absolument pas prises en compte, c'est-à-dire que tu étais triste, ben ça correspondait à tu fais la gueule. Pardon, j'ai dit un gros mot, mais c'est pas grave, ça voulait Oh dire non, ça. non, trop. Ouais, ouais. Grave. Voilà, il y avait aucune prise en compte des émotions. Donc en fait, c'était du refoulement, c'était des parents un petit peu toxiques avec de la culpabilité, un petit côté narcissique. Donc bah tu te sentais enfin jamais bien. Il y avait toujours, tu sais, dans la recherche du détail, de l'approbation ou pas. Enfin, il y avait toujours ce truc à l'intérieur ou qui était pas bon. Donc forcément, qui grandit, qui grandit. Et voilà, j'étais quelqu'un de très tempétueux qui arrête même d'ailleurs couper des relations amicales sous le coup de la colère alors que ça aurait très bien pu se passer autrement. Donc tu vois, même Mm. 20 ans après, on se dit c'est comme ça, c'est fait. Et qu'est-ce qui m'a permis ça? C'est de rencontrer du coup mon homme qui lui est quelqu'un de très tempéré, qui a grandi dans une famille où effectivement on écoutait les besoins des uns des autres, on pouvait parler. Et en fait, c'est lui qui m'a appris à communiquer au fur et à mesure de plutôt que tu sais quand ça va pas, bah tu boudes dans ton coin, tu te mets comme ça puis tu fais du boudin et ben voilà, tu t'apprends à parler. Donc c'était pas évident au début, ça a été comme on apprend à un enfant à marcher, bah moi j'ai appris voilà à parler quand ça n'allait pas. Ah oui, Et mais donc, carrément. Mm, et mm. donc maintenant, ça va beaucoup mieux et puis et voilà, c'est devenu bah, quelque chose de naturel finalement qui fait partie de moi aussi de réussir à parler, d'avoir eu un enfant et de pouvoir comprendre, tu vois, en fait faire l'inverse de ce que j'ai eu, donc justement l'écouter,
Parler des émotions. J'ai un fils qui est, je vais pas dire extraordinaire parce qu'on va dire à la maman qui se la raconte, mais Mais si, il est extraordinaire, j'en voilà. suis convaincue. J'ai un fils qui, à 8 ans, nous sort des phrases, on l'appelle le petit coach. Il intervient parfois dans mes newsletters parce qu'il nous Oui, sort des oui. trucs qui sont quand même géniaux. Voilà. Et de me dire que j'ai réussi avec lui à faire ce que moi, je n'ai pas eu. Et ben voilà, pour moi, c'est vraiment la représentation du fait que j'ai passé ce cap et que au-delà de l'avoir fait sur moi, j'ai réussi à le faire avec lui. Enfin, on a réussi, je suis pas toute seule, mais voilà, on a réussi à le faire avec lui et ça, c'est une belle consécration, on va dire. Mais carrément. Et par rapport à ton petit coach, oui, moi j'adore quand il y a des petites anecdotes sur tes posts LinkedIn. Hein. Ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller voir. Il est plein de sagesse, ce garçon. Je pense que c'est vraiment le fils de sa mère. Et toi, en tant que maman, ce serait quoi ta plus grande fierté voilà, ton fils est adulte, t'es heureuse si quoi? Je suis heureuse si quoi, s'il s'est écouté et qu'il a mis en place ce qui le faisait vraiment rêver. Là, tu vois, actuellement, il veut être vétérinaire le matin, il veut aller sauver des animaux l'après-midi qui sont bloqués dans des arbres et le soir, il veut ouvrir un restaurant Oui. parce qu'il aime bien que les gens soient contents quand ils mangent. Donc, voilà. Donc, s'il a suivi ses projets, s'il a suivi son cœur, et même si il décide de partir à l'autre bout du monde parce qu'il a une mission et qu'il a eu assez confiance en lui pour le faire, et ben voilà, ce sera la plus belle des récompenses. Non, mais carrément. Et je pense que, ouais, alors nous, peut-être on est une génération de parents hein, comme ça, qui est peut-être différente de celle de nos parents. Mais dans la caricature, moi, c'est vrai que moi, mes parents, c'était côté, attention, faut faire qu'est-ce que les autres vont penser si tu fais telle ou telle chose, faut suivre tel chemin parce que c'est comme ça qu'il faut faire. Et C'est ça. aujourd'hui, on est quand même dans une génération, ça, encore une fois, c'est du stéréotype, hein, mais voilà, on est quand même, voilà, on en revient. On a un petit peu, voilà, chat échaudé, crin l'eau chaude, un peu, voilà, on a une autre dose un peu de ce discours-là. Voilà, c'est la grande ère du développement personnel. La phase Covid est passée par là. Et je Mm. pense qu'aujourd'hui, on aspire vraiment à un peu plus de bonheur, de quête de sens, d'alignement. Ouais, c'est Ouais. clair. Oui, oui, complètement. Que ce soit pour nous et voilà, et pour les autres. Et enfin, moi, je sais que quand j'étais jeune, je serais bien partie, tu vois, en jeune fille au pair, en Angleterre ou quoi que ce soit. C'était pas possible parce que, avec ton handicap, comment tu vas faire pour t'en sortir toute seule? Enfin, donc, tu vois, il y a tous ces regrets qui, au final, je me dis, c'est pas grave parce que finalement, j'en suis là aujourd'hui et je suis très bien où je suis. Donc, c'est un mal pour un bien, mais j'ai pas envie que mon fils, il se dise ça en étant adulte, tu vois, Mm, mm. et qu'il nous en veuille parce on l'a pas autorisé à faire ce qu'il avait envie de faire et ce qui faisait sens pour lui, en fait. Donc, Ouais, je comprends bien. Je suis maman de deux petits garçons, dont un de peu près du même âge. Donc, je suis avec les mêmes problématiques et tout ce qu'on veut, c'est finalement qu'ils s'épanouissent. Et il y a une relation avec leurs émotions aussi qui est complètement libérée par rapport à ce qu'on a pu connaître nous. complètement. Ah oui, c'est clair. C'est le jour et la nuit. Et je pense que ça change plein de choses, quoi. Maintenant, j'ai un petit garçon à la maison qui est empathique. S'il me voit triste, essaye de me consoler. C'est à moi de lui expliquer non, mais la tristesse, c'est bien aussi parfois, tu vois. Et des fois, j'ai besoin d'être triste parce que c'est le chemin et essayer de faire de la place à toutes les émotions aussi. Je me dis que ça, c'est une chance aussi de leur donner ce bagage-là. Ouais, 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 complètement. Enfin, et puis même la gestion, la compréhension, la gestion de leurs émotions. Enfin, moi, je le trouve impressionnant parce que tu te dis à 8 ans, il comprend les émotions des autres, mais il comprend aussi les siennes. Il est en colère. Il me dit, là, me parle pas parce que je vais te dire des choses qui peuvent être méchantes alors que je les pense pas. Donc, il me dit, je vais me calmer, on en reparle après. Tu vois. Waouh! Tu te dis, t'as 8 ans, tu me sors ça. Moi, à 20 ans, je savais pas le dire. Tu vois. Non, mais c'est clair. Ou même être capable de le faire parfois. Ouais, exactement, exactement. Que là, et puis, je pense aussi que c'est le fait qu'il nous fasse confiance par rapport à comment on va prendre ce genre de paroles. Parce que moi, j'aurais dit ça à mes parents, enfin voilà, ça serait pas passé pareil en disant oui, Ouais. bon, va vivre ta colère. C'est ça. Je pense que tu comprends aussi. Ça n'aura pas forcément été la même. Donc il y a ce côté confiance où voilà, il sait qu'il peut être lui-même avec nous, que si ça va pas, il peut nous le dire, que si ça va, il nous le dit aussi d'ailleurs. Il joue avec sa cousine. Qu'est-ce que t'as aimé cette semaine? Enfin voilà,
tu vois, il y a plein de trucs qui se mettent en place où tu te dis, mais nous, on n'avait pas la place de mettre tout ça dans nos vies d'enfants et d'ados. C'était pas dans Non, l'air du temps, finalement. ouais, c'est ça. C'était pas dans l'air de temps, ça se faisait pas. Aujourd'hui, on essaie de rattraper, je pense, un manque, un bagage qui nous manque et Mm, qui est de plus en plus, de toute façon, reconnu, même que ce soit dans la vie professionnelle. On parle d'intelligence émotionnelle comme caractéristique du leadership, donc c'est quand même des choses qui sont appréciées et souhaitables. Donc ça, c'est une bonne chose. Mais on part un peu avec ces lacunes-là, où là, pour les nouvelles générations, j'ose espérer que ce sera plus simple et qu'on avance dans le bon sens. ouais, j'espère pour eux parce que déjà que ça va pas être évident, mais si au moins ça se développe, là pour l'instant, j'ai pas l'impression que ce soit énorme non plus. Après, moi, je suis loin du monde de l'entreprise et je ne veux plus y retourner. Donc, je vois vraiment de loin, d'une fenêtre assez éloignée. Mais oui, il y a encore quand même pas mal de travail à faire là-dessus pour que les managers soient équipés comme il faut pour accompagner les équipes, que au-dessus d'eux, ça se passe bien aussi et que les gens prennent en compte leurs besoins et les besoins du monde qui les entoure pour aller dans la bonne direction et pas juste penser à soi, à l'argent et puis faire fi de tout ce qui se passe autour, quoi. Non, mais complètement. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'on voit fleurir de plus en plus de coachs, de thérapeutes, mais notamment beaucoup de coachs dont toi et moi on fait partie. Je pense que ça répond à un vrai besoin. Alors, je pense pas que ce soit le côté effet de mode, tu sais, mais parce que je pense que c'est durable et que ça répond à un vrai besoin. Mm, Et pour autant, bah, quand on est coach, c'est pas toujours évident non plus de savoir qui on veut accompagner, comment on veut les accompagner, etc. Et tu me vois venir. Ça, c'est du coup, toi, c'est mm. Non, pas du tout. pas du tout. Parce qu'en plus, je suis complètement dans ta cible aussi, parce que toi, du coup, en plus, on vient de la même école de coaching, hein, toi et moi, je crois. Exact. Ouais. Voilà. Link up au passage, bonjour, hein. Voilà. Et non, non, je trouve ça super parce que le coaching, ça se démocratise beaucoup. Je pense que ça répond à un vrai besoin et que c'est pas qu'un effet de mode et c'est voilà, on a notre place, etc. Pour autant, on a encore du mal à bien faire connaître le métier, qu'est-ce que c'est, etc. Je pense que ça souffre un peu de stéréotypes ou de croyances, etc. C'est quoi, toi, ton regard sur la place du métier de coach dans le monde, dans la Mm. vie? Et c'est quoi, toi, ta pierre à l'édifice là-dedans? Ok. Question philosophique. La place du métier de coach. C'est vrai que quand on regarde les postes un petit peu de tous les coachs, dans quelques domaines que ce soit, c'est vraiment le coach, il est vraiment catalyseur alors j'aime pas le mot bien-être parce que pour moi, c'est pas du bien-être, mais voilà, il est catalyseur d'un mieux-être général, que ce soit dans le professionnel, dans le personnel, que ce soit des coachs de vie ou des coachs qui sont en entreprise, en équipe. On apporte du positif. J'en reviens toujours à ce mot, hein, c'est quand même assez dingue. On apporte du positif, on apporte de la connaissance de soi et de la compréhension de soi et des autres. Parce que moi, c'est quelque chose qui m'a frappée quand j'ai fait ma formation de coaching. Donc, on travaille forcément beaucoup sur soi. Mais là où ça m'a créé un espèce de déclic, c'est, OK, je me comprends, mais si je regarde ce qui se passe autour, du coup, je comprends aussi les autres. Et c'est bête, hein, peut-être, mais on dit toujours connaissance de soi, mais voilà, le fait de comprendre nos mécanismes, eh ben, on peut aussi comprendre les mécanismes des autres. Et je trouve que ça change tout. Donc, pour moi, notre rôle, c'est ça, c'est vraiment d'ouvrir les yeux, c'est d'ouvrir les yeux au monde. C'est une belle mission, je trouve. Ouais, c'est une très belle mission et très joliment dit. Et oui, c'est juste, c'est que bah, le coaching, c'est par le fait de mieux se connaître et de se comprendre, ben, en miroir, on peut mieux comprendre et mieux connaître les personnes qui sont autour de nous et en résonance, porter un regard différent sur les interactions qu'on peut avoir avec les autres. Donc, Ouais, le coaching, exactement. ça se vit de l'intérieur, mais ça a un impact aussi sur l'extérieur. Exactement. Ouais. Exactement. Et ma pierre à l'édifice, eh bien, elle me tient beaucoup à cœur. Moi, j'accompagne les pros de l'accompagnement, donc les coachs, les formateurs et les consultants, donc des gens qui vont accompagner l'humain derrière. Et ma pierre à l'édifice, c'est de faire en sorte que ces accompagnants, ils soient bien avec eux-mêmes pour justement, en fait, faire rayonner cette connaissance et cette posture, en fait, où on est bien avec soi sur leurs clients. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'un accompagnant qui n'a pas travaillé sur lui, qui n'est pas bien, qui est pas aligné avec qui il veut être,
parce qu'entre ce qu'on veut être et ce qu'on est, voilà, il y a rien de pire qu'un accompagnant qui est pas bien et qui va dire à ses clients, voilà, moi je vous accompagne à être bien, alors que moi-même ça va pas. Donc ma pierre à l'édifice, elle est là. Ah, mais carrément, et tu soulèves un point hyper intéressant, enfin crucial. Et j'invite tous ceux qui nous écoutent et qui réfléchissent à peut-être prendre un coach, c'est de savoir aussi si ce même coach lui-même peut avoir un accompagnement par ailleurs, suivi, il y a la supervision, etc. Parce que cette remise en question et ce suivi, bah, il est clé pour donner aussi un accompagnement de qualité Mm. en retour. Donc voilà, moi j'aime bien prendre le parallèle avec les psychologues. Enfin, je sais pas, moi je suis plus familière historiquement de ces métiers-là, de me dire bon ben voilà, je sais que ma psy, elle en réfère aussi à alors c'est pas un superviseur, mais en tout cas un autre psy où elle peut parler de parfois des cas, etc., etc. Et je trouve que ça donne un regard et ça re-questionne aussi la pratique. Et, Mm. euh, et qu'un coach puisse être accompagné par un autre coach ou un autre type d'accompagnant d'ailleurs, hein, Oui, oui, parce que après, oui, c'est en fonction des besoins du moment. ça paraît clé et que ce soit aussi bien sur la partie business que sur la partie accompagnement. Et le fait que tu sois coach aussi certifié, c'est que tu as cette double compétence-là peut-être aussi, parce qu'on apprend en faisant aussi, je Oui, pense. c'est clair. Oui, on apprend en faisant. Après, on s'entoure aussi, on en revient à l'entourage, mais on s'entoure de personnes qui nous font du bien sur les différentes problématiques qu'on peut rencontrer. Enfin, moi, je suis lancée depuis 2 ans. Ça fait 2 ans que j'échange énormément avec un coach qui a fait toujours Link Up. Et voilà, on est là l'un pour l'autre. On échange autant sur nos postures que sur des questions par rapport à nos accompagnements, sur nos doutes, sur nos victoires. Enfin voilà, il y a un suivi. C'est une personne de confiance. Mm, Tu sais voilà qu'elle est là si tu as besoin et inversement. Après, je me suis aussi fait accompagner depuis que je suis sortie de ma formation parce que bah, ça fait toujours du bien de travailler sur soi, hein. De toute façon, on en revient toujours au même. Et mm. puis, côté entrepreneuriat, c'est pareil, créer un réseau. Bah, c'était mon poste d'hier sur justement les différentes façons de sortir de la solitude de l'entrepreneur. Oui. Voilà, s'entourer de personnes qui vivent les mêmes problématiques, qui vont avoir envie de célébrer les réussites, qui vont être là dans les phases de doute, qui vont permettre de sortir de tout ça. C'est vraiment essentiel. Donc, et des deux côtés, voilà, le côté coach et le côté entrepreneur. Ouais, mais carrément. Et c'est vrai que ça, c'est vrai pour tout entrepreneur ou toute personne désireuse d'avoir son projet à côté. C'est aussi, c'est pas que le décider, que de l'écrire, que de se mettre en mouvement, mais c'est aussi bah, côtoyer des personnes qui peuvent baigner dans cet univers-là, qui peuvent nous porter. Exactement. Oui, puis qu'on peut Donc, porter aussi, voilà, c'est vraiment un échange, c'est une relation saine, c'est une relation positive où on est là pour se tirer chacun vers le haut et pas une personne qui vient pour prendre à l'autre sans jamais donner. C'est vraiment une relation, voilà, saine. ouais, non, mais carrément. Carrément. Et qu'est-ce que toi, j'avais une question aussi que j'avais de tout à l'heure. Qu'est-ce que tu as appris sur toi sur ces dernières années qui était peut-être quelque chose que tu voulais cacher auparavant, mais que tu as appris à aimer et que tu montres aujourd'hui? C'est une bonne question. J'ai envie de te dire moi, en fait, tout simplement. Parce que enfin, pas quelque chose, mais voilà, je montrais pas spécialement qui j'étais. Même moi, en fait, je me connaissais pas finalement, donc je pouvais pas montrer qui j'étais vraiment, vu que je me connaissais pas spécialement. J'avais jamais appris à m'écouter, j'avais jamais appris à vraiment me connaître. Je faisais parce que, bah, on me disait, j'étais avec des gens parce que, bah, je faisais les mêmes études, mais voilà, il n'y avait pas spécialement d'écoute, de vraie compréhension. Donc, qu'est-ce que je montre maintenant? Oui, moi, en fait, dans toute mon authenticité, les jours où ça va, comme les jours où ça va pas. Ouais, je saurais pas te dire exactement. Ce que je pensais pas avoir et que j'ai maintenant et que je me rends compte, c'est ma détermination. Parce que je l'avais jamais vraiment utilisée avant. Enfin, en tout cas, je m'en rendais pas spécialement compte. Mais là, depuis ouais 3 4 ans, je me rends vraiment compte que c'est quelque chose qui fait partie de moi que j'aime avoir et que j'utilise finalement sans m'en rendre compte parce que depuis que je fais des choses pour moi,
bah, c'est évident en fait que j'ai envie de continuer sur ce chemin-là, donc je me pose pas la question. Et les gens me disent ah mais t'as une grande détermination, mais je le vois pas comme ça parce que c'est voilà c'est naturel, c'est le chemin que j'ai envie de prendre, donc bah, je me donne les moyens de d'y aller quoi. Oui, carrément, mais il est naturel. Et je pense que oui, la détermination, c'est un mot qui peut peut-être faire peur. C'est presque comme, alors, j'entends que comme tu le dis, c'est comme si ça sonnait ambition et comme si presque on se l'autoriserait pas. Alors, tu me corrigeras si ma piste est fausse. Mais tu vois, il y a ce côté, non, déterminé, non, trop peu pour moi, alors que en fait, c'est juste bah, ton élan de vie, j'ai envie de dire, que ça C'est ça. s'impose à toi. Ça, donc quand on te dit t'es vraiment courageuse de faire ça, moi je le vois pas comme du courage du tout en fait. Enfin voilà, je sais pas si c'est péjoratif ou si ça correspond pas à qui je suis ou c'est peut-être la vision des autres qui eux justement ne s'autorisent pas à, bah, à montrer qui ils sont vraiment. Et c'est aussi pour ça que c'est un peu ma mission dans mon travail. Mais ouais, ça passe comme du courage alors que pour moi c'est naturel pour m'épanouir finalement. Hmm. Mais oui, mais oui, c'est ça. Et je pense qu'à partir du moment où on a cette clarté, on sait pourquoi on fait les choses et que ça vibre en nous, il peut en sortir des choses très grandes qui peuvent surprendre, voire susciter de l'admiration, alors que pour toi, ça paraît peut-être normal. Oui, voilà, puis enfin, c'est gênant, je sais pas si c'est le mot gênant, mais oui, du coup, moi j'ai l'impression des fois enfin, de juste être moi et de faire les choses naturellement et que pour les autres, c'est des trucs de dingue, tu vois. Donc c'est un peu des fois ambigu de se dire, bon, je fais des trucs de dingue, je fais des trucs normaux, je suis quoi? Ça te questionne, ça te remet en question un peu ce qui te semble naturel. Oui, parce que du coup, oui, ça me remet un petit peu bah, ça me permet, tu vois, justement de rester humble et de me dire, mais non. Enfin, justement, ce genre de questionnement, quand on me dit, ah, t'es courageuse, c'est super inspirant, machin, je suis super contente d'inspirer, au contraire, c'est génial. Et si je peux apporter du positif dans la vie des autres, c'est parfait. Mais voilà, ça me dit, bah, non, je le fais pas pour qu'on me dise ça, pas pour avoir l'air d'être une super héroïne, et je le fais parce que moi, ça me porte, et que si je le fais pas, je vais être malheureuse. Et que si je le fais pas maintenant, je sais pas si je pourrais le faire après. Donc voilà, Oui, il y a une envie de profiter de l'instant présent et tu le fais pas pour qu'on te trouve enfin, courageuse ou voilà admirable, etc. Tu le fais avant tout pour toi et limite voilà. bah, si ça plaît, c'est très bien. Si ça plaît pas, c'est pas grave. Et c'est là que je me rends compte que le regard des autres, ça rentre pas dans la balance spécialement quand je fais quelque chose. Mais ouais, c'est ça. J'ai envie de dire presque bah, mission réussie peut-être par rapport à là d'où tu viens et l'objectif implicite peut-être sous-jacent que tu t'étais fixé et t'atteins quoi. Donc, C'est ça. Oui, c'est ça. Puis tu me parlais tout à l'heure de croyances quand j'ai commencé. Je t'avais pas répondu. Quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, j'ai retrouvé d'ailleurs les papiers la dernière fois qui datent donc il y a 3 ans et demi. Me lancer dans l'entrepreneuriat, oui, mais mon handicap va m'empêcher de créer du réseau, de rencontrer des gens, de me rendre visible, d'oser communiquer parce que bah, je peux pas me déplacer. Et puis au final, je rigolais en relisant mes notes parce que enfin, je suis tellement passée au-dessus de tout ça finalement en m'entourant de personnes géniales que c'était jamais revenu dans ma tête en fait. Je l'avais avant de me lancer et au moment où je me suis lancée, voilà, j'ai rencontré des personnes géniales, elles se reconnaîtront, je leur fais coucou. Voilà, et du coup, je me suis jamais posé ces questions, je me suis jamais dit, bah non, je vais pas accompagner parce que je peux pas sortir en fait. Et finalement, j'ai toujours pu sortir, aller en réseautage. J'ai même créé un réseau d'entrepreneurs pour te dire. Donc, oui, mais ouais, j'ai vu ça. ça m'a jamais bloqué en fait. Du moment où je me suis lancée, je me suis pas laissée bloquer par mes croyances en fait. Ouais, Et elles pourtant, j'en étaient avais là. beaucoup avant de Ouais. partir. Oui, elles étaient là, tu les avais conscientisées, écrites, et Oui. pour autant, chemin faisant, j'ai l'impression qu'elles sont un peu évaporées. Bah, en fait, j'ai préféré, voilà, pas savoir qu'elles étaient là, mais me dire, bah, je vais faire autrement. Si ça, je peux pas le faire, bah, qu'est-ce que je peux faire? Et c'est ce que je disais. J'étais avec mon réseau hier matin et je leur disais, à la base, j'ai créé le réseau pour moi. C'était très égoïste. Parce que ne pouvant pas me déplacer vers un réseau qui pouvait se trouver à 20 kilomètres, par exemple, bah, je me suis dit, je vais créer un réseau que moi, je vais animer, qui va se passer dans un lieu où je peux aller pour,
pour pouvoir rencontrer des gens et tout. Et au final, ça fait presque 2 ans que le réseau existe. Là, il est en train de se développer. Donc voilà, c'est génial. Ça apporte beaucoup aux gens qui viennent depuis 1 an et demi. C'est quelque chose de positif où il y a beaucoup de partage, où il y a beaucoup de valeurs ajoutées qui viennent de ma part et de leur part. Donc voilà, finalement, c'est un écosystème ultra sain qui porte beaucoup de gens. Mais Et voilà. carrément. Et je me suis jamais dit, finalement, le handicap rentre pas, tu vois, une fois de plus, ça ne me définit pas. Le handicap n'est pas rentré en ligne de compte quand je me suis dit, est-ce que je lance un réseau ou pas? Ouais, non, mais c'est ça. Et en même temps, c'est une forme, t'as adapté et t'as su tirer bah, une force et des avantages à la situation. C'est que t'as créé ton réseau qui était peut-être au début répondait à tes contraintes et besoins, et puis il en sort quelque chose de bien plus grand que ça et qui est vertueux parce que j'imagine qu'il est aussi bénéfique pour les personnes qui sont avec toi dans ce réseau. Donc, Oui, oui, c'est ça. Et puis c'est un réseau, enfin, on voit beaucoup de réseaux d'entrepreneurs maintenant. Malheureusement, un peu moins de réseaux qui sont vraiment humains hmm, et voilà. Et les gens me disaient encore hier, ce qu'on aime dans ton réseau, c'est déjà c'est notre réseau de cœur. Et puis c'est un réseau qui te ressemble. Et moi, je trouve ça génial de 1 an et demi après, avec des personnes qui arrivent toujours, des nouvelles personnes, qu'on ressente ce côté humain, ce côté d'envie de partager avec authenticité et pas juste t'arrives, tu donnes tes cartes de visite et tu me recommandes parce que je suis dans le réseau, sinon ça va pas le faire. Enfin, je vois. à aucun moment il y a ce genre de choses et voilà, je suis assez fière de voir que ça ressort dans chaque rencontre qu'on peut faire avec les entrepreneurs. Mais carrément. Et c'est ce qui me fait dire qu'en fait, il y a toujours une place pour chacun. Et que même si le monde est bourré de réseaux d'entrepreneurs, est bourré de coachs ou de je ne sais quoi, je ne sais pas ce qui vous fait Exactement. vibrer, bah, il y aura toujours au moins une place pour vous. Et à dire s'il y a de la concurrence, c'est bonne nouvelle, c'est que du coup, c'est quelque chose, c'est un sujet qui intéresse et qui attire les gens et que bah en fait votre singularité, votre unicité, elle séduira quelqu'un et quelqu'un ira vous voir parce que c'est vous et pas parce que c'est le voisin quoi. Donc Exactement. Mm. ça c'est clé aussi et tu vois quand tu racontes ton réseau d'entrepreneurs et les feedbacks positifs que tu reçois en retour me laisse penser que bah voilà c'est parce que c'est toi et que tu as mis ta touche et ta patte. Oui, c'est ça. Et oui, bah complètement. De toute façon, l'unicité, c'est pareil, c'est quelque chose sur lequel j'accompagne mes clients. Donc, Mm, mm, voilà, de voir que ça ressort dans ce que moi je propose en dehors de ma casquette de coach. Bah voilà, on est toujours dans cet alignement de je propose quelque chose que j'incarne finalement. mm, mais c'est ça. Et c'est là où c'est chouette de se rendre compte de ça, ça fait du bien. Ouais, c'est ça, c'est sortir un petit peu de ce que font les autres et donc de faire en réaction à de ce que font les autres. Dire, je vais le faire parce que les autres le font. Sortir de ça pour faire quelque chose qui nous ressemble plus. Et, Oui. euh, et ça, c'est pas toujours évident quand on se lance parce que bah aussi s'inspirer en mimant quelques aspects des autres, c'est aussi utile pour cheminer. Mhm. Oui. Et en même temps, avoir son unicité, c'est aussi clé. Et puis quand on démarre, c'est pas évident. Donc, d'ailleurs, oui, voilà, c'est une C'est pour ça problématique. que je suis là. Voilà, c'est ça. Ouais, ouais, c'est ça. Quel conseil tu aurais envie de donner à ces personnes qui se retrouvent un peu dans cette situation au démarrage? Comment tu les accompagnes? Peut-être un petit mot de fin là-dessus. Le petit mot de fin, c'est que peu importe de quoi on parle, des problématiques qu'on touche et des clients qu'on accompagne ou avec qui on travaille, euh, tout existe déjà dans l'accompagnement. Je pense enfin, toute la partie cérébrale, émotionnelle, beaucoup de concepts existent, mais personne ne fera la même chose que nous avec nos mots, avec notre sensibilité. Donc moi, ce que je passe comme message, c'est soyez vous-même parce que c'est l'unicité de la personne qui va faire que on va avoir envie de travailler avec vous. J'ai fait un post récemment sur le gâteau et de pas mettre la bougie avant le Mhm. gâteau, justement parce qu'il y a des personnes qui veulent construire leur offre quand elles se lancent, ce qui est très bien parce qu'on en a besoin, mais construire une offre sans avoir avant enfin, préparé le gâteau avec nos valeurs, notre message, notre mission, nos spécificités et nos propres ressources à mettre au service de cette activité, bah, les offres, en fait, elles vont rien donner. Elles vont parler à personne parce que déjà, elles ne nous parlent pas à nous.
Donc voilà, mon conseil, c'est d'abord de pâtisser son gâteau, de créer quelque chose d'unique qui répond à une demande pour ensuite, après, réfléchir à la partie concrète qui est les offres. Ouais, carrément. Et moi, j'ai envie d'ajouter aussi une réflexion parce que sur, enfin, sur LinkedIn et quand tous les posts passés, c'est un peu la course à créer ton offre, prospect et Mm. tous les jours, etc. Et j'ai envie juste de rappeler un peu de ramener un peu de douceur et de lenteur à ce discours-là parce qu'en fait, on est coach diplômé, etc. On a des compétences, mais il y a des choses qui se forgent avec le temps. Et parfois, le temps est incompressible et c'est bon aussi de savoir s'accorder le temps de la réflexion, le temps d'évoluer aussi là-dessus, plutôt que de vouloir formater une offre qui réponde à telle et telle thématique sans avoir pris le temps de le tester, de l'éprouver, etc. Moi, c'est un peu le constat que je fais. Et je me dis, ben, j'ai envie de m'accorder aujourd'hui un petit peu plus le temps dans ma pratique et d'au moins répondre aux codes qui nous seraient à des injonctions finalement qui nous seraient Oui, faites carrément. nous quand on est coach et d'un peu ralentir et d'y aller à mon rythme parce que ça c'est ce qui me correspondrait plus aussi, tu vois. Oui, c'est ça. Et puis quand on sort de formation, bah, on nous a appris des choses, on nous a dit de faire comme ci, de faire comme ça. Et moi qui accompagne des coachs qui se lancent, c'est oui, mais si je fais une offre qui correspond pas à ce qu'on nous a dit, est-ce que ça va marcher? Mais en fait, fais ce que t'en veux. Fais, vois par rapport à aux personnes que tu veux accompagner. Si tu sais pas encore qui tu veux accompagner, bah, réfléchis plutôt déjà à la problématique qui te touche particulièrement. Est-ce Mhm. que ça va être le stress? Est-ce que ça va être le burn-out? Est-ce que ça va être, enfin, je sais pas, il y a tellement de thématiques. Donc déjà, réfléchis aux problématiques qui te touchent, sur lesquelles toi, tu as travaillé. Parce que prends pas une problématique où toi, t'es pas bien parce que ça collera pas. Mhm. Après, réfléchis si effectivement, tu as un client idéal qui commence à se dessiner. Et ensuite, vois comment tu construis tes offres par rapport à ton public. Si tu accompagnes des jeunes, tu vas pas avoir la même offre que si tu accompagnes des dirigeants d'entreprise ou des managers ou des solopreneurs. Donc, c'est pas répondre aux injonctions, c'est créer quelque chose qui va te ressembler et qui va répondre aux besoins que vraiment tu veux accompagner. Non, mais carrément. Mais voilà, cette discussion-là, elle est importante. Je prends pas beaucoup la parole là-dessus parce que c'est pas ma cible d'accompagnant, de clients. Et pour autant, je sais qu'il y a beaucoup de coachs aussi qui me suivent et qui écoutent. Donc, je pense que ça saura teinter aux oreilles de cet auditoire-là. J'en suis persuadée. Donc, je pense C'est que sûr. c'était intéressant de l'aborder. Bah, Caroline, je te remercie. Un grand merci pour voilà, pour tout ce partage, ton témoignage. Authentique, sincère. Alors, à force de dire ces mots-là, ils perdent de leur authenticité, C'est vrai. mais pas de C'est leur vrai qu'on les entend. sincérité. Mais en tout cas, voilà, un partage spontané comme je les aime. Et voilà, je suis vraiment ravie de ça. Je suis contente aussi à l'idée de me dire que on continue à échanger de notre côté. Voilà, on se suit en Avec fil rouge plaisir. sur les réseaux. Et bah voilà, c'était un Eh plaisir ben, pour moi. merci beaucoup pour ton invitation. C'était, ça m'a fait chaud au cœur et je suis contente d'avoir pu papoter avec toi. Ça fait du bien aussi voilà, de relater un peu son parcours, de voir de quoi on est fier, de voir ce qu'on a accompli, qu'est-ce qu'on a envie d'accomplir derrière. Ça fait toujours du bien de se poser un petit peu sur ces sujets. Donc, merci beaucoup. Complètement. Bah, avec plaisir de t'avoir laissé cet espace. À bientôt, Caroline. À bientôt. Bon après-midi.